On va commencer par l'étude du VD. C'est une session qui est, à mon sens, très importante. Et on a invité pour en parler un éminent échocardiographiste qui nous vient de Rennes, qu'on connaît très bien, Dr Donald, qui va parler d'abord de la fonction, l'étude de la fonction ventriculaire droite. Et en fin de programme, il va nous parler de l'infarctus du VT. Je vous donne la... Pardon? Il y a une petite correction. Non. Merci beaucoup pour l'invitation. J'ai eu un petit peu de mal à arriver, mais c'est bon, j'y suis. Et donc, on va pouvoir parler donc de fonction ventriculaire droite en utilisant donc l'échographie. Mais là, d'emblée, il y a un préambule. C'est que la fonction du ventricule droit, c'est quelque chose de très compliqué. Le ventricule droit est beaucoup plus fin que le ventricule gauche en termes d'épaisseur et il est beaucoup plus dépendant, beaucoup plus impacté par les variations de charge que ne peut l'être le ventricule gauche. Donc on sait tous que c'est déjà difficile d'évaluer une fonction ventriculaire gauche quand la pression artérielle est élevée, quand il y a un rétrécissement aortique ou une fuite mitrale. Alors imaginez bien que pour un ventricule droit, c'est encore plus compliqué. Et donc le premier message qui me paraît essentiel de retenir dès maintenant, c'est que quand on évalue le ventricule droit, il faut l'évaluer en étant au courant, en étant informé des conditions de charge de ce ventricule droit. Comment est la précharge du ventricule droit? Comment est la post-charge du ventricule droit? Et si on n'arrive pas à évaluer la post-charge du ventricule droit, c'est-à-dire la mesure de la PAP, il ne faut pas hésiter à avoir recours à un cathétérisme cardiaque droit pour s'assurer que cette PAP n'est pas trop élevée, parce que quelquefois l'échographie peut être mise en défaut dans l'évaluation de la PAP. Donc vraiment très important, connaître la charge, le niveau de charge de ce ventricule droit. Donc ça c'était la première difficulté et qui n'est pas des moindres, cette évaluation de la charge du ventricule droit. Deuxième difficulté pour évaluer le ventricule droit, c'est que selon nos techniques actuelles, quand on étudie le ventricule droit en échographie bidimensionnelle, eh bien on est embêté par le fait que le ventricule droit ne peut pas être imagé dans sa globalité sur une seule incidence. Nous sommes donc obligés de multiplier les incidences pour pouvoir analyser l'ensemble des structures du ventricule droit. On distinguera trois structures principales: la chambre de remplissage du ventricule droit, la partie apicale et trabéculée du ventricule droit et la chambre de chasse du ventricule droit. La chambre de chasse du ventricule droit est particulièrement bien analysée sur les coupes qui sont les coupes parasternales. Ici, là vous avez la chambre de chasse proximale, la chambre de chasse distale. Vous pouvez aussi évaluer la chambre de chasse distale en parasternal grand axe. Donc ça, c'est pour la chambre de chasse. Pour la chambre de remplissage, vous pouvez l'analyser en sous-costale, en vue apicale 4 cavités. Et pour l'apex, bien sûr, vous pouvez idéalement l'analyser en vue apicale 2 ou 4 cavités. Donc c'est compliqué. Il va falloir multiplier les incidences et garder à l'esprit quelque chose dans l'évaluation de la fonction du ventricule droit, c'est que les fibres qui constituent la paroi libre, en particulier du ventricule droit, sont essentiellement des fibres longitudinales et que dans des conditions de charge normales, quand le ventricule droit est normal ou subnormal, sa fonction est avant tout une fonction longitudinale, c'est-à-dire que l'anneau tricuspide va monter vers l'apex. Et au moins 80% de la fonction du ventricule droit est liée à cette ascension de l'anneau tricuspide vers l'apex. Donc ça, c'est vrai dans les situations physiologiques ou peu pathologiques. C'est beaucoup moins vrai quand on a affaire à un patient très sévère qui a une cardiopathie chronique avec une dysfonction ventriculaire droite. Car dans cette situation bien précise du patient qui a une insuffisance cardiaque ancienne, avec un cœur droit un peu défaillant, eh bien, il faut avoir recours à la vue sous-costale pour bien analyser la fonction radiale qui, quelquefois, peut compenser une dysfonction longitudinale. Et c'est très important dans nos pratiques actuelles quand on discute l'assistance ventriculaire gauche en particulier, et même la resynchronisation cardiaque, puisque c'est vraiment important de connaître cette fonction ventriculaire droite. Je reviens sur le fait qu'il ne faut pas se sentir médiocre si on n'arrive pas à mesurer les pressions pulmonaires en échocardiographie. Si on n'est pas certain de son coup en échographie sur l'évaluation des pressions pulmonaires, il faut avoir recours au cathétérisme cardiaque droit.
C'est une faute de ne pas diagnostiquer une hypertension pulmonaire et de ne pas connaître le fait que cette hypertension pulmonaire est post- ou précapillaire. Donc il faut vraiment ne pas hésiter à faire un cathétérisme cardiaque droit au moins une fois dans l'histoire de la vie d'un patient. Alors, si le patient a une hypertension pulmonaire, on va évaluer le retentissement de cette fonction, de cette hypertension pulmonaire sur le ventricule droit. Et là, vous voyez en A un patient qui a une géométrie ventriculaire droite normale, avec donc en parasternal petit axe un aspect circulaire et en apical 4 cavités un aspect triangulaire du ventricule droit. Ça paraît tout bête ce que je dis, hein, mais l'aspect triangulaire du ventricule droit est quelque chose de déterminant qui maintenant, chez nous, fait partie du compte-rendu. Est-ce que le ventricule droit est triangulaire en vue apicale ou est-ce qu'il n'est pas triangulaire? S'il est triangulaire, il a une géométrie normale. S'il n'est pas triangulaire, c'est qu'il y a un problème. En B, vous avez un patient qui a une hypertension pulmonaire avec, vous voyez, une modification de la géométrie du ventricule droit qui est conique en vue apicale 4 cavités et qui a une forme oblongue en vue parasternale petit axe. Quand vous avez un cœur normal et que vous mesurez le rapport entre le grand axe et le petit axe en parasternal petit axe, normalement, en diastole, le rapport de ces deux diamètres est égal à 1. Quand ce diamètre est supérieur à 1, ça veut dire que le ventricule droit a une forme oblongue en diastole, et c'est un argument très fort pour dire que le patient a une hypertension pulmonaire, donc une augmentation de la post-charge du ventricule droit qui retentit sur la géométrie cardiaque et qui impacte même le ventricule gauche, puisque c'est le ventricule gauche ici qu'on mesure, et c'est lui qui va avoir une forme oblongue. Donc vous voyez ici un indice d'excentricité diastolique à 1,8, qui témoigne d'un retentissement majeur de l'hypertension pulmonaire sur le ventricule droit et par voie de conséquence sur le ventricule gauche, puisque si le ventricule droit se dilate, si la géométrie du ventricule droit est modifiée, puisque ventricule droit et ventricule gauche sont dans un même sac péricardique, ben forcément, le fait d'avoir un ventricule droit dilaté va impacter le ventricule gauche. Hein, c'est ce concept d'interaction ventricule droit, ventricule gauche qui est accentué quand il y a une hypertension pulmonaire. Alors, avant d'aller plus loin dans l'évaluation de la fonction du ventricule droit, je voudrais faire un rappel sur comment en échocardiographie on peut évaluer les pressions de remplissage et la post-charge du ventricule droit. Donc les pressions de remplissage du ventricule droit, donc c'est évaluer en gros la pression veineuse centrale ou la pression intra-atriale droite. Et pour cela, on a plusieurs outils que l'on peut utiliser. Aucun n'est parfait. Donc c'est pour ça qu'il est utile de connaître au moins une partie d'entre eux. Si la surface de l'oreillette droite est supérieure à 30 cm², donc si on a une oreillette droite qui est dilatée, ça n'est pas très sensible, mais c'est relativement spécifique d'une augmentation de la pression veineuse centrale. Si la collapsibilité de la veine cave inférieure est supérieure à 50%, on a 2/3 de chance d'être dans le vrai dans l'évaluation de la POD, mais on a quand même un risque de se tromper qui est d'1/3 des cas. Donc il faut savoir que cette collapsibilité de la veine cave inférieure, c'est ce que tout le monde fait, mais ce n'est pas parfait, donc il faut savoir utiliser d'autres techniques. On peut regarder le rapport E sur A tricuspide. S'il est supérieur à 1, c'est assez spécifique d'une augmentation de la pression dans l'oreillette droite. Et bien sûr, il faut avoir recours souvent, quand c'est possible, au flux veineux sous-hépatique, car c'est sans doute le paramètre le plus sensible et le plus spécifique pour évaluer la pression intra-atriale droite, et je reviendrai là-dessus juste après. D'abord, le paramètre que vous utilisez tous et que nous utilisons tous, qui est ce diamètre de la veine cave inférieure et ce caractère collabable à l'inspiration ou non de cette veine cave inférieure. Si la veine cave inférieure mesure moins de 21 mm et que son collapsus est supérieur à 50%, il faut considérer que la pression dans l'oreillette droite est de 3 mm de mercure, enfin entre 0 et 5 mm de mercure. Si le diamètre de la veine cave inférieure est supérieur à 2,1 cm et que la collapsibilité est inférieure à 50%, il faut considérer que la pression intra-atriale droite est au moins de 15 mm de mercure, voire de 20 mm de mercure. Souvent, vous considérez que la POD est à 10, comme la plupart des cardiologues, ce qui est souvent une erreur parce que
quand on rajoute 10 à la PAP, quand on rajoute 10 au gradient de pression transtricuspide, eh bien on peut surestimer la pression pulmonaire dans bon nombre de situations où le patient n'a pas 10 mais plutôt 3 de pression dans l'oreillette droite. Et par contre, quand la veine cave inférieure est très dilatée et non compliante, il ne faut pas hésiter à rajouter 20 mm de mercure au gradient transtricuspide pour évaluer la PAPS. Très important, très simple, mais très important. Alors, le flux veineux sus-hépatique, très important, pas toujours facile à avoir, mais vous voyez, il faut garder à l'esprit cette morphologie en fait. Quand vous avez une pression dans la veine cave inférieure qui est normale, vous avez une onde S qui est très très ample et une toute petite onde D. Quand vous avez une augmentation de la pression dans la veine cave inférieure, vous avez une onde D qui est très très ample et l'onde S disparaît quasiment. Donc le passage d'une grande onde S à une grande onde D, donc télédiastolique, protodiastolique, est un élément en faveur d'une augmentation de la POD, de la pression dans l'oreillette droite. Donc avant l'onde P, quand vous regardez ici, il y a l'égal onde T de l'électrocardiogramme. Ici, vous avez l'onde P de l'électrocardiogramme, et donc la diastole avant l'onde P. Si vous avez l'onde D qui est très très ample, eh bien, vous avez affaire à une augmentation de la pression dans l'oreillette droite. Et puis un truc qui est simple, qui est pas trop mal, c'est le rapport E sur E' tricuspide. Et on considère que si le rapport E sur E' tricuspide est supérieur à 6, c'est un argument pour penser que la POD est élevée. C'est un petit truc en plus qui ne prend pas beaucoup de temps, ce rapport E sur E' tricuspide. Il y a un papier en particulier dans le domaine de la chirurgie cardiaque qui a montré que ça pouvait être intéressant, non pas quand c'est supérieur à 6 ou supérieur à 4, mais plutôt quand c'est inférieur à 4. Quand E sur E' tricuspide est inférieur à 4, eh bien vous voyez ici que vous avez à coup sûr des patients qui ont des pressions intra-atriales droites qui sont normales. Donc le fait d'avoir E sur E' inférieur à 4, c'est un bon argument pour dire que la POD est de l'ordre de 3 mm de mercure. Alors, après avoir évalué la POD ou la PVC, on va essayer d'étudier la PAP, et pour cela, on utilise tous le flux de régurgitation tricuspide, qui normalement, de manière physiologique, peut être de l'ordre de 2,5 mètres par seconde, et qui est considéré comme pathologique lorsqu'il est supérieur strictement à 0,8 ou supérieur ou égal à 2,9 mètres par seconde, et pour lequel on est certain qu'il y a une hypertension pulmonaire si le gradient transtricuspide, ou la vitesse de la régurgitation tricuspide, est supérieur à 3,4 mètres par seconde. Donc les recommandations européennes actuelles, c'est un message qui a du mal à passer, y compris parmi les reviewers quand on envoie un papier sur le sujet. Ça a vraiment du mal à passer, mais au lieu de rapporter un niveau de PAPS sur le compte-rendu d'échocardiographie, il faut rapporter un niveau de vitesse de la régurgitation tricuspide. Et si vous avez une vitesse à 2,9, il est probable que votre patient a une hypertension pulmonaire. Si le patient a une vitesse transtricuspide de la régurgitation tricuspide à plus de 3,4, il est certain, quasi certain, que votre patient a une hypertension pulmonaire. Quasi certain parce que, c'est toujours le problème en médecine et en particulier en échographie, eh bien, il y a des situations où le patient a une authentique hypertension pulmonaire idiopathique sévère et pourtant, on n'arrivera pas à mesurer la PAPS. Mais ça arrive dans moins de 10% des cas. Donc en général, quand la PAPS est supérieure à 50 mm de mercure, on arrive à avoir une régurgitation tricuspide, on arrive à mesurer cette vitesse maximale de la régurgitation tricuspide. Si à tout hasard on n'y arrive pas, on peut toujours se référer au flux de régurgitation de la valve pulmonaire pour estimer la pression artérielle pulmonaire moyenne et la pression artérielle pulmonaire diastolique en prenant le pic protodiastolique et le pic télédiastolique. C'est, il faut reconnaître, quelque chose qu'on a appris quand on était petit, mais qu'on utilise très peu aujourd'hui parce que ce n'est pas extrêmement fiable. Et donc, ça peut être un élément d'orientation, mais de là à en faire quelque chose de très robuste, je pense que c'est exagéré. Beaucoup plus intéressant, et ça on l'a à chaque fois, c'est de regarder la morphologie du flux antérograde pulmonaire, du flux sous-pulmonaire, donc l'ITV sous-pulmonaire. Normalement, l'ITV sous-pulmonaire, comme l'ITV sous-aortique, a une forme en doigt de gant avec une phase ascendante et une phase descendante
et une phase ascendante qui ont la même pente. Eh bien, quand vous avez une hypertension pulmonaire, vous avez un flux qui est avec une pente descendante beaucoup plus abrupte et une durée du flux qui est beaucoup plus courte que quand vous avez un patient qui a des pressions pulmonaires normales. Et on peut retenir un adage simple, qui est mémotechnique, c'est que si le temps de décélération du flux sous-pulmonaire est supérieur à 60 millisecondes, donc si la pente est douce, alors on peut considérer que la PAPS est forcément inférieure à 60 mm de mercure. Si la pente de décélération du flux sous-pulmonaire est inférieure à 60 millisecondes, ça veut dire que la pente est très abrupte. Et si la pente est très abrupte, comme c'est le cas sur mon schéma en violet, eh bien alors on peut quasi assurer que le patient a une PAPS supérieure à 60 mm de mercure. Donc 60 mm de mercure, plus ou moins, c'est facile avec une pente de décélération à 60 ou à plus de 60 ou à moins de 60 millisecondes. Donc très important de regarder cette morphologie du flux sous-pulmonaire. Après, si on est très très rigoureux et très enthousiaste dans l'importance de l'échographie pour évaluer les pressions pulmonaires, on peut calculer les résistances vasculaires pulmonaires. Alors il y a quelques papiers dans la littérature qui sont assez enthousiastes. Je reconnais qu'en pratique, on n'utilise pas ces outils, même si ce n'est pas très compliqué à utiliser. Parce que quand on en est à évaluer les résistances pulmonaires, c'est-à-dire qu'on évalue un patient pour une transplantation cardiaque ou pour une hypertension pulmonaire idiopathique, et dans ce cas-là, on a recours au cathétérisme droit. Mais si vous n'avez pas recours au cathétérisme droit, vous pouvez utiliser le flux de régurgitation tricuspide, donc celui qu'on a utilisé pour calculer la PAPS. Donc vous prenez cette vitesse maximale que vous rapportez à l'ITV sous-pulmonaire, et si ce rapport est supérieur à 0,17, alors il est probable que les résistances vasculaires pulmonaires soient supérieures à 2 unités Wood. Ça avait été montré par Haddad, qui est un Français qui travaille à Stanford et qui travaille quasi exclusivement sur le ventricule droit. C'est quelqu'un de très brillant et qui a retrouvé ça dans plusieurs travaux, que quand on rapporte donc la PAPS ou la vitesse maximale de la fuite tricuspide à l'ITV sous-pulmonaire, eh bien on arrive à bien prédire les résistances artérielles pulmonaires. Donc c'est bien pour la recherche. Pour la pratique quotidienne, je ne suis pas hyper convaincu. Ensuite, maintenant qu'on a évalué les pressions pulmonaires et que l'on a une idée un peu précise de la pré- et de la post-charge, on va pouvoir s'intéresser à la géométrie du ventricule droit et ensuite à sa fonction. La géométrie, donc on a dit, en parasternal, on évalue la chambre de chasse proximale et la chambre de chasse distale. En vue apicale, on peut mesurer le diamètre basal, le diamètre médian et le long axe, ce qui est proposé dans certains travaux. Il faut reconnaître qu'en pratique quotidienne, rapporter tous ces diamètres, c'est un peu compliqué. Si on est obligé de rapporter tous ces diamètres, c'est bien parce qu'on voit que l'échographie, c'est trop difficile et que dans bon nombre de situations, on a du mal à être parfaitement convaincu que le ventricule droit est normal ou anormal en échographie. Et donc, dans un certain nombre de cas, on va avoir recours à une autre technique d'imagerie. Ici, j'ai marqué qu'on allait avoir recours à l'IRM cardiaque. On peut aussi avoir recours à la gamma-angiographie ventriculaire droite, qui est un bon moyen d'évaluer la fonction du ventricule droit. Mais plutôt que mesurer tous ces diamètres compliqués, là, vraiment, ce qui est important, c'est de voir, de vérifier que le ventricule droit en apicale 4 cavités a une forme triangulaire ou pas. S'il est triangulaire, on peut être relativement rassuré. S'il n'est plus triangulaire, alors il faut être plutôt inquiet. Ça, c'était pour le ventricule droit. Pour l'oreillette droite, jusqu'à preuve du contraire, je pense que la majorité d'entre vous utilisent la surface de l'oreillette droite. Et donc, il est de mon devoir de vous rappeler que les recommandations ont changé l'an passé, il y a 2 ans et l'an passé. 2 papiers de recommandation européens et américains ont été publiés pour insister sur le fait que maintenant, désormais, alors vous me direz, ça repose que sur un consensus d'experts et sur aucune preuve, mais on peut retenir que quand on rapporte la taille de l'oreillette droite, on doit utiliser le volume de l'oreillette droite comme on utilise le volume de l'oreillette gauche. Et on fait donc là un Simpson monoplan en vue apicale 4 cavités de l'oreillette droite. Et la valeur normale est de 25 ml par mètre carré chez l'homme et de 21 ml par mètre carré chez la femme. On considère que c'est pathologique au-delà de 34 ml par mètre carré, comme on considère que l'oreillette gauche est dilatée au-delà de 34 ml par mètre carré.
Donc vraiment très important de retenir que désormais, on doit utiliser le volume de l'oreillette droite et non pas la surface. Si on se réfère aux autres papiers de recommandation, quelques points intéressants quand on évalue le ventricule droit. Je vous ai dit qu'il fallait que le ventricule droit ait une forme triangulaire. Attention, il faut avoir une forme triangulaire en étant persuadé, et le plus certain possible, que quand on fait notre coupe apicale 4 cavités... Oula, que se passe-t-il? J'ai dû faire une bêtise. Voilà, c'est bon. C'est pas bon pour moi, mais... je vais faire comme ça. Voilà, c'est bon. Ah ouais. Donc du coup, il faut être sûr qu'on a bien une coupe qui prend le plus grand diamètre du ventricule droit et non pas une coupe tronquée qui va surestimer la taille du ventricule droit ou au contraire sous-estimer la taille du ventricule droit. Donc importance d'être sûr de la qualité de notre vue apicale 4 cavités. Après, donc, il y a tous ces diamètres. Je ne vais pas vous les citer dans le détail parce que c'est fastidieux et puis je pense que vous ne les utilisez pas en pratique. Mais retenons qu'un diamètre basal du ventricule droit, c'est le plus facile à mesurer, ne doit pas dépasser 4 cm. Et que quand vous avez un diamètre basal du ventricule droit en vue apicale 4 cavités qui dépasse 42 mm, alors vous pouvez dire que le ventricule droit est dilaté. Mais je vous rappelle qu'il faut faire attention à cette forme triangulaire ou conique du ventricule droit. Parlons maintenant des indices de fonction. Les indices de fonction, puisqu'on n'est toujours pas très confiant dans l'échographie pour évaluer la fonction du ventricule droit, on va utiliser plusieurs paramètres et on verra ça, je pense, dans les cas cliniques. Il y a le TAPS, que vous connaissez bien, qui est cette mesure de l'excursion systolique de l'anneau tricuspide en mode TM, qui est anormal quand il est inférieur à 16 mm. Donc le TAPS anormal, c'est inférieur à 16 mm. Il y a l'onde S en Doppler tissulaire à l'anneau tricuspide qui est anormale quand la valeur est inférieure à 10 cm par seconde. Il y a l'indice de performance myocardique ou le TEI index que personnellement je n'aime pas parce que c'est un indice global et qui est très charge dépendant, mais j'en parlerai quand même tout à l'heure. Il y a la fraction de raccourcissement de surface qui n'est pas facile à mesurer mais qui peut être quand même très utile. Donc on va faire le rapport des surfaces télédiastoliques et télésystoliques du ventricule droit en apicale 4 cavités, et c'est anormal quand c'est inférieur à 35%. Et je reviendrai sur le reste après. Donc d'abord la fraction de raccourcissement de surface. Donc vous voyez, vous faites la surface du ventricule droit en télédiastole et la surface du ventricule droit en télésystole. Vous faites la différence entre ces deux surfaces et vous rapportez ça à la surface télédiastolique du ventricule droit, et donc la valeur normale est supérieure à 40%. Le Doppler tissulaire à l'anneau tricuspide, c'est certainement ce qu'il y a de plus facile à faire, sous réserve que c'est du Doppler et que donc il faut que l'angle entre la paroi libre du ventricule droit et le tir Doppler ne dépasse pas 30 degrés. Donc il ne faut pas être perpendiculaire à l'anneau tricuspide quand on fait un Doppler tissulaire, sinon ça ne va pas marcher. Donc il faut vraiment être, si possible, aligné à la paroi libre du ventricule droit. Et donc, on va pouvoir mesurer pas mal de choses là-dessus. On va revenir là-dessus. Mais donc, l'onde S, qui est quelque chose de très important, donc je vous ai rappelé le cut-off anormal à 10 cm par seconde. On va pouvoir mesurer le TEI index ou l'indice de performance myocardique en Doppler tissulaire, où donc on fait le rapport entre les temps de contraction isovolumique, les temps de relaxation isovolumique, et que l'on rapporte au temps d'éjection. Donc le temps de contraction isovolumique, c'est avant l'onde S. Le temps de relaxation isovolumique, c'est entre l'onde S et l'onde E. Et le temps d'éjection, c'est l'onde S. Donc voilà un autre exemple de ce TEI index mesuré sur le Doppler tissulaire, ce qui n'est vraiment pas facile, en particulier quand le patient a un ventricule droit plutôt correct. Donc ça n'a un intérêt que vraiment quand le ventricule droit est très anormal. Regardez ce que c'est qu'un ventricule droit correct en Doppler tissulaire à l'anneau tricuspide. J'insisterai sur un seul et unique point, non pas l'amplitude des pics, mais la présence, ou plutôt l'absence, de tout événement mécanique entre la systole et la diastole. Vous voyez qu'il y a un passage direct de l'onde S à l'onde E'. Le fait qu'on ait un passage direct de l'onde S à l'onde E' et que donc il n'y a pas de temps de relaxation isovolumique est un signe de normalité de la fonction du ventricule droit et certainement aussi de la PAPS. Voilà un autre exemple où là vous voyez que vous avez un événement mécanique qui prend beaucoup de temps, qui est très long,
entre la systole et la diastole, entre l'onde S et entre l'onde E. Et donc cet événement mécanique qui est en période de relaxation isovolumique est profondément anormal. Normalement, sous le ventricule droit, on ne devrait pas avoir ce type d'événement mécanique. Donc ça traduit une dysfonction ventriculaire droite, on en est quasi certain. Donc vous voyez, c'est juste des petits trucs visuels, mais ça vous permet de rectifier un diagnostic. Les paramètres quantitatifs sont mis en défaut. Donc le TAPS, on a vu, il faut si possible être, là comme pour le Doppler tissulaire, le plus possible aligné à la paroi libre du ventricule droit pour mesurer l'excursion systolique de l'anneau tricuspide. Le Doppler tissulaire à l'anneau tricuspide, idéalement, il faut considérer la valeur prise en Doppler tissulaire pulsé et non pas la valeur prise en Doppler tissulaire reconstruit, parce que la valeur en Doppler tissulaire reconstruit est inférieure de 30% à celle qu'elle est en Doppler pulsé. Alors je ne pouvais pas ne pas parler de strain du ventricule droit, parce que c'est très important, et vous allez voir dans un papier que je citerai juste avant la conclusion, que c'est sans doute l'un des paramètres les plus puissants pour évaluer le pronostic dans bon nombre de situations cliniques. Il y a plusieurs manières de faire du strain du ventricule droit. Il y a cette approche-là qui va considérer et la paroi libre et le septum interventriculaire, qui est la technique utilisée dans les premiers papiers. Et puis, désormais, on peut retenir, je pense, qu'il faut plutôt se concentrer sur la paroi libre du ventricule droit. Et si le segment basal de la paroi libre du ventricule droit a une déformation longitudinale inférieure à 17%, alors vous pouvez dire que le patient est très sévère. Et normalement, la paroi libre du ventricule droit, vous avez un strain longitudinal qui doit dépasser 24%. Et dans plusieurs travaux, j'en cite juste un là pour le plaisir, dans tous les travaux qui ont été faits, enfin dans beaucoup de travaux qui ont été faits dans l'hypertension pulmonaire, dans l'insuffisance cardiaque, dans les valvulopathies, on voit que le meilleur paramètre pour évaluer la fonction du ventricule droit par rapport à l'IRM, ici dans ce travail, eh bien, c'est le strain de la paroi libre du ventricule droit. Et donc je vous rappelle que la valeur normale est supérieure en valeur absolue à 24%. Et que le plus sensible des paramètres de dysfonction ventriculaire droite, c'est le strain du segment basal de la paroi libre du ventricule droit, avec une valeur cutoff à 17%, qui est très sévèrement associée au pronostic. Autre paramètre, je suis désolé, c'est un peu un catalogue de paramètres, mais là, il y en a un qui est très, très, très important, qui n'est pas facile à mesurer, qui nécessite d'avoir recours au Doppler tissulaire reconstruit. C'est IVA, donc c'est l'accélération isovolumique. Donc c'est la mesure de l'accélération de ce pic de contraction isovolumique. C'est le paramètre idéal. C'est le paramètre dont tous les scientifiques rêvent. C'est le paramètre le moins dépendant de la charge. C'est vraiment le meilleur des paramètres. Mais c'est le plus compliqué à mesurer et c'est celui où la variabilité interobservateur est la plus importante. Donc c'est le meilleur paramètre pour le scientifique. C'est sans doute pas le meilleur paramètre pour le clinicien parce qu'il est trop difficile à mesurer. Mais en tout cas, si vous avez une situation clinique très difficile, où vous avez du mal à apprécier finement la fonction du ventricule droit, peut-être qu'avant d'aller faire une gamma-angio ventriculaire droite ou une IRM cardiaque, eh bien, il faut essayer de mesurer IVA, donc cette accélération du pic de contraction isovolumique, et la valeur normale, elle est de l'ordre de 3,5 à 3,7 mètres seconde puissance 2. Et vous verrez dans ma dernière diapositive qu'on a des valeurs cutoff associées au pronostic qui sont très intéressantes. Je passe un peu là-dessus pour insister sur le fait que, pour l'instant, je ne vous ai parlé que de bidimensionnel, parce que je pense que vous, comme moi, au quotidien, on n'utilise que le bidimensionnel pour évaluer le ventricule droit. Dans un avenir plus ou moins proche, parce que tous les ans on dit ça, donc je ne sais pas si ça va arriver l'année prochaine, je pense que ça dépend quand même de la qualité des sondes, et pour l'instant, on n'a pas de progrès de sondes depuis 2-3 ans, enfin pas de progrès majeur des sondes depuis 2-3 ans. Donc il faudra attendre des sondes un peu meilleures, mais les logiciels existent pour mesurer la fraction d'éjection du ventricule droit en mode IRM, en mode 3D, et c'est assez facile à faire. Alors, oula, que se passe-t-il? Voilà. Pardon, j'ai sauté une diapositive, je reviens. Ça ne marche pas, c'est pas grave. Donc c'était pour vous montrer qu'il y a une situation particulière, c'est quand il y a une fuite tricuspide très importante. Quand il y a une fuite tricuspide très importante, il y a une discordance entre la fraction de raccourcissement de surface et les paramètres tels le TAPS, tels l'onde S'. Donc dans ces situations-là, quand il y a une fuite tricuspide, il faut vraiment être très très méfiant et sans doute avoir recours à IVA, la fraction de raccourcissement de surface, le strain, mais pas TAPS, pas S', parce que ce ne sont pas des bons paramètres d'évaluation de la fonction ventriculaire droite quand la fuite tricuspide est sévère. Et j'en finis avec ce travail qui a été fait en post-chirurgie cardiaque pour juste simplifier le message et dire
quand vous voulez évaluer la fonction du ventricule droit, vous ne pouvez pas être monoparamétrique. Vous tenez compte de la géométrie du ventricule droit, est-il triangulaire, n'est-il pas triangulaire? Vous faites le TAPS, vous faites S', vous faites si possible la fraction de raccourcissement de surface, et vous avez deux paramètres qui sont les meilleurs pour évaluer le pronostic de votre patient. C'est IVA avec ce cutoff à 1,8 mètres seconde carré, donc 1,8 mètres seconde carré. Mais je vous ai dit, c'est difficile à mesurer. Et il y a le strain de la paroi libre du ventricule droit qui, là, est par contre beaucoup plus facile à mesurer, avec un cutoff à 17. Donc c'est vraiment important de multiplier les paramètres et de garder à l'esprit que IVA existe et que le strain est sans doute un bon paramètre. Donc en conclusion, sur cette fonction du ventricule droit, donc c'est difficile, il faut être rigoureux, il faut regarder la géométrie, regarder la charge, utiliser plusieurs paramètres pour la fonction, et puis il faut quand même être pragmatique et prudent. Le quantitatif, c'est ce qu'on prône et c'est vraiment important que l'échographie soit quantitative pour avoir des choses robustes. Mais le quantitatif n'empêche pas de regarder. Et donc, il faut quand même regarder ce ventricule droit, voir comment il est, quelle est sa morphologie, comment se contracte-t-il à l'œil. Et quelquefois, cette simple vision à l'œil peut rectifier des mesures quantitatives qui sont erronées. Voilà, je vous remercie et je vous invite à venir à Leipzig en décembre à EuroEcho. Alors, question, chez les patients valvulaires en préopératoire, faites-vous systématiquement un cathé droit en cas d'HTAP? Systématiquement, non, parce qu'on ne peut pas être systématique. Mais effectivement, le recours au cathétérisme droit pour une valvulopathie mitrale où l'échogénicité ne serait pas parfaite, quelque chose que l'on fait volontiers. Alors, ça dépend quel type de fuite mitrale. Hein. Si c'est un prolapsus simplex de P2, a priori, il n'y a pas de raison que le patient ait développé une hypertension pulmonaire. On va mesurer par contre très attentivement le diamètre de l'anneau tricuspide. Hein. Si le diamètre de l'anneau tricuspide est supérieur à 40 mm en apical 4 cavités, ça peut être un argument pour proposer une annuloplastie tricuspide en plus de la chirurgie mitrale. Sinon, on va utiliser le cathétérisme droit quand on a affaire à une fuite mitrale restrictive. Alors ça peut être le cas effectivement si c'est un patient qui a une valvulopathie rhumatismale, mais ça peut être le cas aussi si c'est une valvulopathie associée à une cardiomyopathie dilatée, où là, on a recours au cathétérisme droit, car on sait que ces patients sont à plus mauvais pronostic que les patients qui ont des IM primitives. Et donc, on est plutôt multiparamètres et multimodalités pour être sûr qu'on ne se trompe pas. Merci. Donc, une deuxième question, très brève. Le calcul des résistances pulmonaires peut se faire même quand il y a unité avec flux laminaire? Non. Non, puis en plus, je l'ai cité parce que c'était pour être exhaustif, mais franchement, je ne vous encourage pas à le faire au quotidien. Et une question de ma part, quand vous parlez de l'IVA qui est normal, strictement normal, inférieur à 1,8 et à partir de 3,5, c'est anormal, qu'est-ce que vous faites des malades qui sont entre les deux? Et le pourcentage de ces malades, est-ce que ce n'est pas la majorité qui se trouve un peu plus? Ouais, en pratique, les patients qui ont une dysfonction ventriculaire droite ont souvent un IVA très très bas à 0,8, ou enfin on verra peut-être sur un cas clinique tout à l'heure, mais souvent on a dans ce cas-là des IVA qui sont très très pathologiques. Mais bon, IVA, je voulais citer aussi parce que c'est très important et c'est vraiment le paramètre idéal, enfin en théorie en tout cas, mais il n'est pas mesurable chez tout le monde, il est donc peu reproductible. Je vous montrerai tout à l'heure comment on le fait. Je pense qu'il faut s'entraîner à le faire quand on a la possibilité d'avoir une station de travail, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on doit essayer d'apprendre, mais qu'on ne va pas utiliser pour n'importe quel malade, qu'on utilise vraiment pour des malades compliqués. Et pour le strain, la même chose? Par contre, ah non, le strain, là, je serais plus agressif, dans la mesure où là, ça ne fait pas perdre de temps, c'est très reproductible. On met juste un strain de la paroi libre du ventricule droit. Si la valeur est à 24, on est rassuré. Si la valeur est à 12, on est très inquiet. Ça va très très vite, c'est pareil, c'est meilleur que le TAPS et l'onde d'esprit, mais ça ne prend pas plus de temps. Donc autant faire le strain du VD. Merci.